Bien, nous pouvons reprendre à 11h14 comme prévu. Évidemment, ce qui pourrait venir contrebalancer cette perspective à la fois développée par la critique ou l'édition récente sur Molière, par des travaux qu'on peut faire sur des pièces qui apparemment sont les plus éloignées à la fois cette civilité mondaine et d'autre part ces représentations de cour. Je pense par exemple à Georges Dandin. C'est le fait que les pièces sont reprises par Molière sur son théâtre au Palais Royal, une fois qu'elles ont été données dans un palais princier ou une demeure royale. Et du coup, se trouve posée ici deux questions, c'est-à-dire la question de ce nouveau public et la question d'une mutation esthétique. La question du nouveau public est peut-être discutée dans la mesure où les sources, évidemment, ne sont pas immédiates et nombreuses pour le caractériser socialement. La révision est plutôt de considérer que ce public, bien sûr, il est plus large que celui des représentations à la cour, mais néanmoins, il comporte une partie de public aristocratique qui s'installe sur la scène même ou dans les loges. La masse en est donnée par une sorte de bourgeoisie parisienne, bourgeoisie marchande, aisée, installée au parterre, et aussi une présence souvent turbulente, et c'est à travers un certain nombre de conflits ou d'incidents que l'on peut repérer la présence des domestiques ou des laquais ou des pages des grandes maisons aristocratiques et qui sont particulièrement agités, particulièrement hostiles ou moqueurs par rapport au public bourgeois. Ce qui est nécessaire, c'est évidemment de penser qu'on n'est pas dans le monde d'un public comme celui des public amphitheaters ou des corrales, avec 3000 personnes, dont la majorité debout sur une scène qui s'avance au milieu de l'arène. On est dans une forme de théâtre différente, qui est déjà une salle fermée, qui peut être ouverte à des publics bourgeois ou, dans un certain sens, populaires, mais avec beaucoup de guillemets pour le deuxième élément. Le trait esthétique porte sur deux choses. D'une part, le fait que l'on pourrait opposer à cette idée d'un goût mondain ou curial de Molière, le fait que dans beaucoup de pièces, il y a l'utilisation d'un répertoire plus rabelaisien, de double entente, quelque chose qui pourrait avoir des résonances à la fois dans la tradition des fabliaux, dans la tradition gauloise, dans la tradition rabelaisienne, mais qui aussi doit être replacé à l'intérieur d'un certain goût mondain pour cet envers, en quelque sorte, des critères de la bienséance et qui a toujours été marqué par cet intérêt pour une littérature médiévale ou du XVIe siècle qui se déploie en mobilisant ce répertoire. Donc on ne peut pas découler de cette donnée, entre guillemets, populaire à l'intérieur des textes eux-mêmes, le fait que les textes sont conçus dans ou adressés à un horizon qui serait lui aussi immédiatement populaire. Et le deuxième enjeu esthétique, c'est évidemment la transformation de la forme. Sur les planches du Palais Royal, les pièces données dans des spectacles ou des divertissements de cour sont profondément modifiées. On peut le voir dans l'avis au lecteur qui se rencontre dans L'Amour médecin, qui est une pièce publiée en 1666 et qui avait été commandée par la cour, mais c'est un bon exemple parce qu'il ne s'agit pas d'une grande fête royale comme les plaisirs de l'île enchantée ou comme le grand divertissement royal. C'est
quelque chose de plus ordinaire, l'ouverture de la saison de la chasse à Versailles, et le roi commande à la troupe de Molière de jouer quelques pièces, et celle qui a pour titre L'amour médecin est représentée le 14 septembre 1665, et elle est reprise assez tôt ensuite, le 22 septembre 1665, au théâtre du Palais Royal, et est publiée l'année suivante. Et Molière s'adresse au lecteur ainsi: ce n'est ici qu'un simple crayon. On avait entendu impromptu dans le texte précédent, mais il le reprend. Un petit impromptu dont le roi a voulu se faire un divertissement. Il est le plus précipité de tous ceux que Sa Majesté m'ait commandé. Et lorsque je dirais qu'il a été proposé, fait, appris et représenté en 5 jours, je ne dirais que ce qui est vrai. Donc c'est les mêmes formules qui reviennent qui étaient déjà employées dans le cas des fâcheux, c'est-à-dire cette question de l'urgence de l'écriture. Il n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire celles-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Ce que je vous dirais, c'est qu'il serait à souhaiter que ces sortes d'ouvrages puissent toujours se montrer à vous avec les ornements qui les accompagnent chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup plus supportable, et les airs et les symphonies de l'incomparable M. Lully, mêlés à la beauté des voix et à l'adresse des danseurs, leur donnent sans doute des grâces dont ils ont toutes les peines du monde à se passer. On voit donc que la perte ici, elle est double. Elle est une première perte entre le spectacle de la cour et les représentations au Palais Royal, et elle est une seconde perte entre la représentation, quelle qu'elle soit, et la forme imprimée donnée au texte. Et de là, cette idée de découvrir avec les yeux qui lisent, en fait, le jeu des acteurs et les mouvements scéniques. Ce à quoi s'emploieront un certain nombre de dispositifs à l'intérieur des éditions imprimées, comme par exemple les illustrations en frontispice, soit des pièces isolées, soit dans les éditions des œuvres complètes pour chacune des pièces, une image de frontispice qui peut saisir à la fois une condition de représentation ou bien un moment de l'histoire, et qui peut avoir des fonctions multiples d'indication, de signification pour qui lit le texte avec les yeux, et donc de l'aider à la fois à percevoir le jeu des acteurs grâce à cette image, et en même temps l'image pouvant, parce qu'elle choisit un moment de la pièce, être comme une mémoire de cette pièce et lui donner du sens, comme le dernier vers, par exemple. Et d'autre part, il y a dans les éditions françaises des didascalies, c'est-à-dire des indications de jeux de scène, d'entrée, de sortie, plus nombreuses, évidemment, que pour les éditions contemporaines, par exemple, dans le cas antérieur, dans le cas des quartos anglais ou des partes des comedias. Donc, on a cette double perte qui est très profondément ressentie par Molière. Là, et au-delà de la rhétorique que l'on avait vue avec les Anglais, c'est-à-dire le théâtre est fait pour y jouer, donc il ne devrait pas être imprimé, et pourtant, pour certaines raisons, je suis obligé, contre mon gré, d'imprimer la pièce, qu'on avait trouvée aussi dans le commentaire que j'avais fait des préliminaires, qui n'était pas de Lope de Vega, mais de son éditeur, Gaspar de Porres, pour la quarta parte, la quatrième partie des Comedias de Lope. Ce que crée comme problème et d'édition et d'interprétation et de représentation cette importance aux comédies mêlées, c'est-à-dire avec musique, air et ballet, c'est que celui de savoir jusqu'à quel point il est légitime de séparer le texte de la comédie de Molière de la totalité des éléments de spectacle, voire même des éléments de fête dans laquelle il s'insère. Et ces éléments-là, pour ce qui est
des musiques, des airs ou des ballets, ils sont accessibles par le fait que, et ce genre étant nouveau, des programmes qui comportaient les paroles des airs chantés étaient distribués à la cour avant la représentation. Et d'autre part, le dispositif d'ensemble, c'est-à-dire celui de la fête tout entière, il est présent soit dans des éditions qui sont comme des mémoriaux de ces fêtes, soit dans les œuvres de Félibien qui donnent des descriptions des grandes fêtes royales. Jusqu'à maintenant, la dominante dans l'édition molièresque a été d'isoler le texte de Molière, y compris chez Forestier et Bourqui. Lorsque la pièce a bénéficié d'une édition séparée, c'est naturellement cette édition que nous avons choisie comme texte de référence. Alors on voit qu'il y a deux traits dans cette phrase des éditeurs. Le premier, c'est lorsque la pièce a bénéficié d'une édition séparée, et dans deux cas, elle n'a pas bénéficié d'une édition séparée. C'est le cas pour la princesse d'Élide, qui était à l'intérieur du dispositif très complexe d'une semaine entière des plaisirs de l'île enchantée, ou c'est le cas de la pastorale comique qui était à l'intérieur du ballet des Muses en 1666. On peut voir comment dans le cas de des plaisirs de l'île enchantée, ce qui a été publié, c'est un livret publié en 1665, l'année suivante, qui a pour titre « Les plaisirs de l'île enchantée, course de bagues, collation ornée de machines, comédie de Molière de la princesse d'Élide, mêlée de danse et de musique, ballet du palais d'Alcine, feux d'artifice et autres fêtes galantes et magnifiques faites par le roi à Versailles le 7e mai 1664 et continuées plusieurs autres jours. » Et la pièce est publiée par Ballard, qui est l'imprimeur du roi pour la musique, en collaboration avec trois imprimeurs du palais, c'est-à-dire le palais de justice, c'est-à-dire le lieu où se trouvent les libraires des nouveautés. Et là, on voit que l'édition fait un pas pour ne pas séparer la pièce de Molière, La princesse d'Élide, de l'ensemble de ces divertissements qui avaient été construits selon une intrigue venue du Orlando Furioso et qui mêlait différents types de réjouissance et faisait d'ailleurs des courtisans, voire du roi, des acteurs eux-mêmes dans certaines des parties. Et c'est la même chose pour la pastorale comique à l'intérieur du ballet des Muses, donné en 1666, puisque la troisième entrée du ballet dit « Thalie, à qui la comédie est consacrée, a pour son partage une pièce comique représentée par les comédiens du roi et composée par celui de tous nos poètes qui, dans ce genre d'écrire, peut le plus justement se comparer aux anciens. » C'est-à-dire qu'ici, dans le livret qui décrit les entrées des ballets, se trouve insérée la pièce de Molière, la pastorale comique. Mais pour les autres pièces, qui ont été publiées séparément au XVIIe siècle, le mot à retenir dans cette affirmation d'éditeur, c'est « naturellement ». C'est cette édition que nous avons choisie. Est-ce que c'est si naturel que ça ? On pourrait le discuter, c'est-à-dire à partir du moment où, on l'a vu avec Les Fâcheux, Molière à la fois dit qu'il essayait de lier le plus étroitement possible ce qui étaient les parties chantées et dansées avec l'intrigue de sa pièce, on peut aller dans une direction qui est évidemment l'intrication forte entre les parties. Alors, on peut le voir évidemment lorsque une partie des divertissements chantés et dansés deviennent un élément constitutif de la pièce elle-même. Monsieur Jourdain fait Grand Mamamouchi dans le Bourgeois gentilhomme, la cérémonie d'intronisation comme médecin d'Argendan, le malade imaginaire. Mais parfois, même lorsque la pièce est à l'intérieur d'un dispositif de cours et se trouve mêlée de danse et d'air
et de danse, les jeux d'écho sont puissants. Et c'est le cas, par exemple, du Georges Dandin. Donc on pourrait imaginer aussi une édition de ces pièces qui les resituerait comme les éléments, les fragments qu'elles ont été à l'intérieur, au moins, de la première représentation pour le premier public, c'est-à-dire celui de la cour, et donc d'ouvrir une réflexion sur les formes affectent le sens, c'est-à-dire est-ce que la signification du même texte, à supposer qu'il soit stable dans sa lettre, n'est pas modifiée par le fait qu'il est inséré à l'intérieur d'un dispositif qui l'englobe et qui s'adresse à un public qui a ses propres attentes ou inquiétudes ou catégories, et qui est celui de la cour, et d'autre part que dans une autre forme, plus séquentielle, les actes de la comédie sont présentés sur le théâtre du Palais Royal à la suite les uns des autres. Du coup, d'ailleurs, on retrouve le thème qu'on a discuté la fois dernière, c'est-à-dire la durée même des représentations, et qui deviennent trop brèves. Et à partir de ce moment-là, Molière, très souvent, joue deux pièces, l'une après l'autre, pour une représentation au Palais Royal, et ce qui pose la question de savoir avec quelle pièce il lie celle qui est représentée, et du coup, quels sont les effets de signification qui sont produits par cette juxtaposition de deux pièces qui peuvent être liées soit par la thématique, soit par le genre, soit par la nouveauté. On voit donc qu'il y a là une question qui pourrait être posée à cette décision de publier les pièces naturellement dans leur état séparé, alors même qu'elles appartenaient à un dispositif. On pourrait imaginer d'ailleurs une double publication, ce qui serait une façon d'appliquer au théâtre français une stratégie d'édition qui a été développée pour les pièces anglaises. Dans ce cas, parce que les états de texte sont si différents que l'on doit ou peut considérer chacun d'eux dans son origine, sa logique, sa forme, son texte. C'est le cas pour les 3 Hamlet, c'est le cas pour les 2 Rois Lear. Dans le cas français, ce ne serait pas nécessairement parce qu'il y aura des variantes textuelles, impossibles de toute façon à cerner, mais parce que le dispositif de la représentation serait si différent et du coup entraînerait une organisation des actes ou des scènes les unes par rapport aux autres très différentes dans une situation de cour et dans une situation de ville, qu'on pourrait peut-être suggérer, faire cette proposition de double modalité de publication de la même, entre guillemets, comédie de Molière. À partir de cette lecture des pièces, en les réinscrivant puissamment dans le système du mécénat monarchique et dans la culture de la civilité mondaine, on peut peut-être faire retour sur ce qui a été appelé classiquement la philosophie de Molière dans ses pièces. Et la suggestion qui est faite par Georges Forestier, c'est peut-être de chercher cette philosophie, non pas dans les textes les plus spectaculaires parce que condamnés, mais que dans des lectures de textes moins immédiatement en apparence subversifs, mais qui peuvent être peut-être plus révélateurs. Alors évidemment, la discussion, là, elle se porte sur une pièce particulière. J'avais consacré un séminaire l'année dernière, dans le cadre d'un séminaire consacré à la censure, qui est évidemment le Festin de Pierre, le Don Juan. Puisque, sans reprendre le détail, Don Juan a été arrêté d'être représenté après la 14e représentation, si je me souviens bien, et la pièce n'a jamais été publiée, de 1665, n'a jamais été publiée du vivant de Molière. C'est une de ces pièces, une de ces 7 pièces qui apparaît dans les œuvres complètes de 1682. Et l'édition
de 1682 est connu dans la grande majorité de ces exemplaires que l'on trouverait dans les bibliothèques comme étant le résultat d'une censure exigée par le lieutenant général de police à Paris, la Reynie, une fois l'édition imprimée. Ce qui a entraîné, pour cette pièce, à l'intérieur du volume des œuvres complètes qui la comprend, des recompositions, soit d'un certain nombre de pages, ce qui se traduit typographiquement par l'introduction de ce qu'on appelle en français carton, en anglais cancel, c'est-à-dire on coupe la page, et en ayant recomposé une page avec le texte, en ce cas-là censuré, elle est collée à l'intérieur de chaque exemplaire du livre avant sa diffusion, ou bien la recomposition d'un cahier entier. Et donc c'est une édition censurée, mais dont, comme souvent, les censeurs avaient gardé des exemplaires des éditions avant la censure, et en particulier dans la Reynie, ce qui fait que 3 ou 4 exemplaires de l'édition avant l'introduction des cartons et des cahiers recomposés pour suivre la censure ont pu être conservés et ont été ouverts à un certain nombre de chercheurs. On a donc en 1682 une édition du texte, mais censurée, et la censure les plus spectaculaires porte sur 2 scènes, entre autres. D'une part, la totalité de la scène du pauvre, lorsque Don Juan veut bien lui faire l'aumône à condition qu'il jure, ou bien que la dernière scène, lorsque au début ou à la fin de la réplique de Sganarelle, ce qui est en jeu, c'est « mégage, mégage, mégage », au moment où son maître est foudroyé et brûlé par l'enfer, la préoccupation très matérielle et ordinaire de Sganarelle paraissait aussi intolérable. Donc, dans l'édition censurée de 1682, ces 2 scènes disparaissent complètement. Mais il faut dire aussi que dans l'édition non censurée, dans les quelques exemplaires qui subsistent avant la censure, ces scènes étaient aussi très profondément altérées. Et la scène du pauvre était amputée de sa partie la plus transgressive. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une autocensure qui avait dû être faite par rapport à la pièce telle qu'elle a été représentée, qu'elle avait été représentée en 1665. Et si l'on connaît le Don Juan ou le Festin de Pierre tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est parce que l'année suivante, en 1683, un libraire-éditeur d'Amsterdam, Wettstein, possédant un texte qui remontait plus directement avec les représentations de 1665, a pu imprimer le texte non seulement différent des censures de la Reynie, mais même du texte de 1682, déjà largement auto-censuré. Et donc, du coup, le Don Juan, mais qui a pour titre, dans ce cas-là, le Festin de Pierre, qui semble être le titre d'ailleurs que Molière avait toujours donné à la pièce, puisque c'est le titre qu'on trouve dans le registre de Lagrange, a perduré et peut être maintenant représenté sans doute au plus près de la représentation de 1665. Alors, je dis cela parce qu'évidemment, c'est avec l'analyse du Festin de Pierre ou Don Juan qu'on pourrait, et que l'on a, dressé un portrait d'un Molière qui, là, met en scène un libertin, un incroyant, un matérialiste, à travers la figure de Don Juan. Et la révision, peut-être, est de s'interroger sur les raisons de l'interdiction et les raisons du retrait après les premières représentations de la pièce, et sans doute d'ailleurs après la première représentation, la suppression des éléments les plus agressifs dans la scène du pauvre. On peut s'y interroger d'abord pour le fait que l'absence de reprise de la pièce pouvait avoir à faire avec cette dimension heurtant
les autorités religieuses, mais aussi par le fait que cette pièce est une pièce qui est extrêmement exigeante et coûteuse, étant donné qu'assez bizarrement, elle appartient à une sorte de répertoire plus proche d'ailleurs comme ses origines, la pièce de Tirso de Molina, à la Commedia espagnole, avec une multiplicité de lieux et de décors. Il y a 6 lieux et au moins 5 décors qui sont nécessaires. Et en fait, on a un contrat qui avait été passé entre la troupe et des artisans pour bâtir ces décors. C'est donc une pièce à machine extrêmement exigeante, non fût-ce que parce qu'il y a aussi la nécessité sur la scène de la présence de la statue du commandeur, puis finalement du mausolée, où Don Juan est englouti dans les flammes de l'enfer. C'est donc une pièce très lourde, une pièce très coûteuse, et dans le contexte de l'année 65, une des raisons qui peut aussi conduire à penser que Molière la retire du répertoire, c'est peut-être lié à cette caractéristique toute matérielle du théâtre. Le deuxième élément, c'est le fait que dans cette pièce, ce qui, dans les Don Juan préalables, depuis Tirso de Molina jusqu'à Molière, et avec d'autres pièces qui avaient pu être écrites, de nombreuses pièces, il y a des canevas pour les comédiens italiens, il y a d'autres adaptations, Molière édulcore deux éléments essentiels, et en particulier, il édulcore la dimension la plus criminelle de Don Juan. Il n'y a pas de viol, alors que dans beaucoup des autres Don Juan antérieurs, soit Elvire, la fille du commandeur, soit la paysanne, Charlotte, dans la pièce de Molière, sont brutalement violées par Don Juan. Ici, c'est la séduction universelle, mais pas cette violence sexuelle. Et d'autre part, il y a aussi une certaine édulcoration de la mort du commandeur. Il n'est pas brutalement assassiné par le Don Juan de Molière, mais il a été tué lors d'un duel qui est antérieur au moment où commencerait la pièce, si elle commence avec l'union avec Elvire. On a donc une sorte d'effacement de cette dimension criminelle de Don Juan, et d'autre part, les affirmations les plus libertines sont certes évidemment à distance des croyances ou des superstitions de l'Église, mais non pas violence d'affirmation comme on trouverait dans les textes des libertins érudits du début du XVIIe siècle. Alors ce qui resterait de cette analyse-là de la philosophie de Molière, ce serait plutôt comment dans l'écriture des autres pièces est présente une tradition qui serait plutôt une tradition sceptique, qui est évidemment la tradition de Lucrèce. Molière avait traduit le De Natura Rerum. C'est une tradition à la Montaigne, au charron de la sagesse, la mode de veillée, auquel Molière envoie un poème lors de la mort de sa fille. Et cette sorte de tradition sceptique, c'est celle d'une sorte de suspension du jugement, surtout, comme on le voit, y compris dans le donjon de refus de la crédulité, d'une sorte de modération. Et à partir de ce moment-là, les figures des raisonneurs si fréquentes dans les pièces, qui sont toujours en la recherche d'un juste milieu, pourraient être une incarnation à travers des personnages de cette vertu éthique ou philosophique. Et ce qui a sans doute été un élément très important, c'est la condamnation du Tartuffe à deux fois, après les représentations à la cour, lors des premières tentatives de reprise sur le théâtre du Palais Royal. Et donc, du coup, dans cette trajectoire de composition, le déplacement de la critique de la crédulité, qui était effectivement un trait fondamental du milieu des libertins érudits dont Molière est d'une certaine manière un héritier, la crédulité aveugle, absurde, opaque, est déplacée sur
la crédulité en la médecine, une autorité remplaçant l'autre, ce qui expliquerait que d'ailleurs, indépendamment de la mythification du Molière malade et tué par les médecins se vengeant de ses railleries, serait une raison plus profonde pour la présence. Bien sûr, c'est un thème classique, thème rabelaisien, thème des fabliaux, le médecin, mais aussi ici le fait que la crédulité est déplacée de cette autorité sur la médecine par rapport à l'autorité religieuse qui est moins présente. Et ce qu'on pourrait donner comme une sorte de cadre de cette réflexion, c'est cette double hostilité de Molière. D'une part, l'hostilité évidemment aux pédants, qui s'oppose terme à terme avec cette culture de la civilité mondaine, la figure des pédants grotesques et ridicules, mais aussi il y a une sorte de distance prise par rapport à toute orthodoxie dogmatique. Et il y a la position d'une modération, d'une suspension du jugement, d'un retrait par rapport à une absolue adhésion à l'autorité pourrait s'insérer dans cette perspective. Alors, pour terminer comme une sorte de note finale, puisque je n'aurai pas le temps de le développer, je voudrais simplement évoquer, peut-être j'y reviendrai l'année prochaine, parce que c'est une mention qui est faite à l'occasion de la publication du texte de Georges Dandin dans l'édition de Forestier et Bourqui. Ils font allusion à une édition que j'avais trouvée à la bibliothèque municipale de Lyon de cette pièce, qui a été donc représentée en 1668, éditée en 1669 à Paris, immédiatement contrefaite par soit des libraires hollandais, qui s'emparaient d'un exemplaire de l'édition, le republiaient et le faisaient circuler meilleur marché dans le royaume, et aussi contrefaite par un imprimeur de province, et qui met, comme on met sur la page de titre, jouxte la copie imprimée à Paris. C'est-à-dire ici, on a une tradition du texte, qu'il soit publié avec le privilège royal ou qu'il soit publié dans une édition contrefaite, qui est le même. Et ce qui était frappant dans cette édition présente à la bibliothèque municipale de Lyon, c'est qu'elle présentait des variantes textuelles que l'on ne trouve dans aucune des autres éditions contrefaites ou privilégiées. Ce qui posait évidemment non seulement la question assez classique des contrefaçons, et on sait comment les libraires éditeurs de province, qui depuis le milieu du XVIIe siècle avaient été privés des privilèges donnés aux nouveautés, parce que la monarchie avait renforcé le pouvoir, la puissance des libraires éditeurs parisiens. Et une des manières de se concilier leur fidélité, c'était de leur concéder non seulement les privilèges sur les nouveautés, mais des continuations de privilèges, qui faisaient que, même si on était dans un système de privilèges, on n'était pas très loin du système de la Stationers' Company à Londres, où les libraires éditeurs prétendaient à une sorte de right in copy perpétuel sur les textes qu'ils avaient registered dans la compagnie, dans la corporation, la communauté. Et donc, une des parades des libraires de province, c'est, comme le faisaient les Hollandais, de faire des contrefaçons, de s'emparer, de recevoir un exemplaire de l'édition parisienne, de la contrefaire à meilleur prix, souvent avec un moins bon papier, avec des caractères un peu plus usés, sans payer quoi que ce soit, ni pour le privilège, ni pour l'auteur, si l'auteur était payé, et donc, du coup, d'avoir un produit typographique qui était meilleur marché. Donc, cette édition de 1669 entre dans cette catégorie. Mais le plus intéressant, c'est que, à la différence d'éditions contrefaites qui reprennent, parce qu'elles utilisent un exemplaire de l'édition privilégiée, le même texte, cette édition lyonnaise présentait
des variantes textuelles qui pouvaient nous amener à réfléchir au mode de circulation du théâtre français à l'intérieur des modalités que nous avons rencontrées, soit pour l'Angleterre, soit pour l'Espagne. Une analyse un peu précise de cette édition montrait qu'il y avait d'abord des omissions de fragments de phrases. J'en avais relevé deux exemples. Le texte à Paris dit « La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. » C'est une phrase de Dandin. Et dans le texte de Lyon, « La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable assurément, mais qu'il n'est très bon de ne s'y point frotter. » Un autre exemple serait le dialogue entre Dandin et Angélique, où Dandin dit à Angélique « C'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, oui, mal fait à vous. Et vous n'avez que faire de hocher la tête et de me faire la grimace. » Et le texte de Lyon « C'est fort mal fait à vous, et vous n'avez que faire de hocher la tête et me faire la grimace. » Tout ça pourrait paraître assez anodin et être évidemment référé directement à des erreurs de composition, puisque l'on sait que lorsqu'un compositeur compose à partir d'un texte manuscrit ou imprimé des lignes puis des pages imprimées, parmi les erreurs les plus fréquentes, c'est de sauter des fragments de la phrase. Il n'y aura donc là aucune hypothèse particulière à faire, sinon le fait qu'il y a un manque de soin du compositeur. Mais on voit aussi qu'il y a par moments des reformulations. Dans l'édition parisienne, M. de Sautanville dit « Prenez-y garde et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. » Lyon, « Prenez-y garde et sachez que c'est ici la dernière fois que l'on pardonne à vos impertinences. » Ou bien encore, une formule de Dandin « Ô ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. » À Lyon, « Ô ciel, secondez mes desseins et m'accorder la grâce de faire voir aux gens que l'on me fait cocu. » Alors là, on entre devant un système de variantes qui n'est plus évidemment imputable à un compositeur qui aurait sauté une partie du texte, mais on est très clairement devant une transmission textuelle qui est différente de celle qui a été utilisée pour l'édition parisienne. Renforcer les hypothèses de cette autre forme de transmission, c'est le fait qu'il y a une variante textuelle plus importante dans le dialogue de la deuxième scène du premier acte, lorsque Georges Dandin il dialogue avec Lubin, qui est le servant et l'émissaire de Clitandre. Georges Dandin veut savoir quel est ce jeune seigneur qui s'est installé près de chez lui et dont il suspecte qu'il courtise Angélique, sa femme. Alors Dandin, dans le texte parisien, le texte que l'on connaît, « Et comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans » Lubin. « C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de chose, je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là, monsieur Clitandre. » Et dans l'édition de Lyon, après les mots de Lubin, « Je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là », le dialogue continue. Alors Lubin, comment appelez-vous ce qu'on prend quand on est malade dans une médecine? Non, ce qu'on prend autre part, un lavement. L'autre nom, comment l'autre nom? Oui, l'autre nom de ce que vous dites, un clister. Oui, monsieur Clitandre, cela commence tout de même l'un que l'autre. Alors on voit qu'avec le cocu qui a remplacé déshonore et avec ce jeu avec le clister qui est introduit, si j'ose dire, indépendamment du texte de Paris, on est devant un registre d'écriture qui renvoie à un texte qui n'est pas le même, qui est un texte qui a pu être dit sur la scène, mais qui a été supprimé lors de l'édition parisienne. Alors, ou bien c'était un texte qui avait été écrit par Molière et au moment de l'impression du texte, considérant que ce répertoire du cocu et du clister est le répertoire de ce que Bakhtin appellerait le bas corporel, la culture carnavalesque supprime du texte et ce passage clitandre-clister et remplace cocu par déshonneur, soit il pourrait s'agir d'une improvisation
d'acteurs pour une représentation qui serait celle qui aurait donné naissance au texte de Lyon. Mais alors, à partir de ce moment-là, l'hypothèse est comment ce texte-là a pu être transcrit, et d'autres anomalies pourraient ouvrir la voie à l'idée d'une reconstruction mémorielle, c'est-à-dire au fait que quelqu'un assistant à une représentation reconstruit, ou à plusieurs représentations, reconstruit le texte de mémoire, d'où cette variante textuelle, parce que la représentation aurait été avec un texte différent de celui qui va être ou a été édité à Paris, d'où aussi les reformulations. C'est le même sens, mais avec un ordre des mots différent, d'où aussi des anomalies assez bizarres qui ne peuvent pas être attribuées à des erreurs d'un compositeur, mais qui ne peuvent l'être qu'à une mauvaise écoute ou une mauvaise transcription. C'est ainsi qu'on a, à la place de « nous en écouterons davantage », « nous en compterons davantage », à la place de « à cette heure », « à cette rue », à la place de rue d'Asnières, qui est une manière pour Lubin de désigner une paysanne, par rude entière, un endroit où il y a bien est transformé en mien, ou bien encore, pour M. de Sautanville, je suis inexorable devient je suis incroyable. Donc, ou bien des erreurs d'écoute, ou bien des erreurs de transcription, donc ce qui laisserait supposer qu'il s'agit ici non pas de la mauvaise lecture d'un texte déjà imprimé, ce qui est le cas qui peut arriver dans des éditions contrefaites, mais de la mauvaise compréhension ou de la mauvaise transcription d'un texte entendu et d'un texte qui, on le voit avec la variante Clitante-Clister, Cocu, déshonoré, était situé dans un registre ou un répertoire d'écriture que l'édition parisienne va édulcorer ou censurer. Un autre trait qui peut porter dans cette direction, c'est que l'édition lyonnaise porte comme seul titre Georges Dandin, alors que la pièce était toujours désignée soit après Georges Dandin, soit directement avec le titre Le mari confondu. Lagrange, dans son registre, ne mentionne seulement la pièce sous le titre Le mari confondu, qui serait sans doute le titre original, comme on l'avait vu avec l'Hypocrite ou l'Imposteur pour le Tartuffe. Et donc, si la pièce s'appelle seulement Georges Dandin, c'est sans doute à partir d'une transmission textuelle qui déduit le titre de la pièce de son contenu, et où effectivement le mari confondu n'apparaît pas. C'est une sorte de catégorie de généralisation de l'intrigue particulière et qui peut ne connaître que Georges Dandin comme texte de la pièce. Alors, ça me permet de conclure cette série de cours, cet exemple qu'il faudrait mettre en rapport avec d'autres exemples de vol de texte à partir de reconstructions mémorielles. J'avais évoqué dès le premier cours l'histoire que Molière compte pour une autre de ses pièces, Sganarelle ou le Sganarelle du début de sa carrière. Donc mettre en rapport avec le vol de ces pièces à partir d'une reconstruction mémorielle, qui est un thème obsédant dans la critique et l'édition des pièces élisabéthaines, mais qui a été assez peu traité ou abordé dans le cas du théâtre français. Un exemple fameux étant au XVIIIe siècle la première édition du Mariage de Figaro, puisque là les voleurs de textes ont tenu mémoire et expliquent comment ils s'étaient répartis les représentations, les rôles, et ont construit le premier texte publié du Mariage de Figaro. Mais à part cet exemple bien connu, il y a peu d'analyses sur les reconstructions mémorielles possibles de certaines pièces du théâtre français
du XVIIe siècle. C'est aussi un cas bien connu dans le cas de la Commedia, puisque Lope de Vega, comme je le disais, se plaint non seulement du vol de son nom, qui le fait mettre à la première page de partes dans lesquelles il n'y a aucune comédia de lui, ou seulement une ou deux, et donc lui font attribuer des comédias qu'il juge absolument désastreuses, mais sous son propre nom, mais il se plaint aussi de la corruption des textes par des reconstructions mémorielles. Dans un texte, il décrit celui qu'il appelle El de la Grande Memoria, l'homme de la grande mémoire, et qui fait des ravages en volant les pièces et en s'en souvenant, et dit de Lope mal, ce qui fait qu'elles sont corrompues et incomplètes. Donc, à partir de ce thème-là, je crois qu'on peut rappeler deux éléments, me semble-t-il, qui peuvent conduire notre relation critique, pas seulement éditoriale, mais aussi interprétative, par rapport aux textes de théâtre anciens. Elles seraient valables, ces deux éléments seraient valables pour n'importe quel texte, mais ont une acuité plus forte, une puissance plus grande dans le cas du texte de théâtre. La première réflexion, c'est que le fait que la matérialité du texte, ses modalités d'inscription, qui l'ouvrent donc à une pluralité d'appropriation, nous remet immédiatement à l'idée d'une construction collective du texte, quel qu'il soit, puisqu'on voit que la chaîne des opérations, écrire, jouer, mémoriser, transcrire, composer, imprimer, à chaque fois, fait intervenir des individus différents, des techniques différentes, des lieux différents, et donc du coup, comme sur le palimpseste ou comme dans une sorte de géologie du texte, sédimente des compositions, des décisions, des maladresses, des erreurs, dans un ou plusieurs textes, mais renvoie toujours à la production collective du texte et donc à cette fameuse sentence que les auteurs n'écrivent pas les livres, pas même les leurs. D'autre part, la deuxième remarque, c'est le fait que l'accent qui a pu être mis dans la critique contemporaine, en particulier, mais pas seulement, par un courant comme le New Historicism, qui s'est voué fondamentalement au texte de théâtre, et en particulier au répertoire élisabétain, et en particulier à Shakespeare, et qui a porté l'attention, me semble-t-il, avec une très grande justesse, sur le processus permanent de négociation entre l'œuvre esthétique et le monde social, au moins dans ce paradigme-là de l'écriture, c'est-à-dire que l'œuvre se nourrit en les déplaçant sur un registre esthétique pour produire des effets comiques, ironiques, satiriques, affectifs, tragiques, etc., s'empare des discours ou des pratiques ou des rituels du monde social, les transfigurant, ce qui les rend à la fois reconnaissables comme tels et en même temps déchiffrables comme reformulés par les spectateurs. Donc ce processus de négociation, je crois qu'on peut aussi lui donner une dimension première, fondamentale en quelque sorte, qui est cette dimension qui construit l'historicité du texte et la négociation perpétuelle entre l'œuvre telle qu'elle a été ou composée, écrite ou dictée par son auteur et ses états multiples, pluriels, qui la font inscrire sur un support, que ce support soit la voix et le jeu des acteurs ou que ce support soit la page de l'édition imprimée, et qui du coup l'ouvre dans des formes différentes à des interprétations, des réceptions, des appropriations différenciées. Et c'est pourquoi, je terminerai avec ça, il me semble que cette double exigence, reconnaître la dimension collective du processus de production du texte, et pas simplement de production de la
performance ou de l'objet imprimé, et d'autre part reconnaître que la négociation la plus fondamentale est celle qui, en permanence, établit une relation d'instabilité entre l'œuvre et ses textes, entre la composition de l'œuvre et d'autre part l'inscription et la publication de ces différentes incarnations ou matérialisations, justifie, me semble-t-il, le lien étroit que l'on doit nouer pour avoir la moindre compréhension d'un texte littéraire ou pas entre une analyse menée en termes de sociologie du texte, en termes de histoire des appropriations ou des réceptions, et en termes aussi d'analyse des dispositifs d'écriture qui, à un moment donné, régissent la production de la fiction. C'est ce que j'espère avoir essayé de montrer ou d'avoir observé durant les analyses que l'on a pu faire sur le texte de théâtre dans ce cours, et qui peut-être reste encore en suspens avec beaucoup de manques et de blancs, et peut-être ce sera là l'occasion d'y faire retour l'année prochaine. Merci et meilleurs vœux pour 2011.